Moi, j'ai été la première à avoir cette attitude-là. Alors, là aussi, il s'agit de sortir du triangle victime, bourreau, sauveur. C'est-à-dire que la véritable liberté, on ne peut pas l'avoir quand on est enfermé dans le triangle, ce n'est pas possible. Et si vous regardez autour de nous, la société, elle est construite quand même beaucoup là-dessus. Il faut toujours trouver un coupable quelque part. N'importe quoi, un accident tout bête, un gamin qui tombe en vélo, il faut chercher le coupable. Le gamin, il est juste tombé en vélo, quoi. Il n'a pas fait attention, peu importe, quoi. Et donc, en fait, tout est construit là-dessus, victime et les sauveurs. Alors, je pense qu'ici, parmi nous, il doit y en avoir beaucoup qui ont dû être, en tout cas, dans la posture du sauveur. En général, quand on se plonge dans le développement personnel, il y a vraiment un côté comme ça. Moi, j'étais infirmière, donc il y avait aussi ce côté sauveur, psychothérapeute, sauveur. Puis tout d'un coup, on se rend compte que non. C'est-à-dire qu'on peut accompagner, oui, accompagner, c'est magnifique, accompagner les personnes à accoucher d'elles-mêmes, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la planète et puis aux gens. Mais c'est la chrysalide dont tu parlais hier, si jamais quelqu'un veut aider le papillon à sortir, il ne trouvera jamais sa force. C'est-à-dire qu'en fait, empêcher quelqu'un de trouver sa force, c'est comme pour la chenille et le papillon, ça va être un papillon qui ne va pas savoir voler et qui n'aura pas la force de pousser et de déchirer le cocon, en fait. Et donc, quand je disais que certaines personnes qui ne m'ont pas aidé m'ont vraiment le plus aidé, parce qu'à un moment donné, là, c'était... Voilà. Il y avait le gouffre, voilà, on va dire. C'est toujours le moment le plus puissant où on peut changer vraiment notre réalité et faire de vrais choix. C'est le moment, je dirais, où on n'a plus rien à perdre. Et ça, c'était aussi une de mes chances. Je le dis maintenant, je n'aurais pas dit avant. Mais c'est une chance de ne plus rien avoir à perdre, finalement. Tu t'accroches plus à rien. Donc, comme tu n'as plus peur, tu fais des choses qu'avant, tu n'aurais jamais fait. Et le mental, lui, alors là, il est complètement court-circuité. Parce que le mental, quand même, son boulot, même si on en a besoin pour allumer la lumière et tout ça, c'est de nous faire répéter toujours la même chose. Et c'est pour ça que les gouvernements répètent depuis la nuit des temps, je dirais, finalement toujours la même chose sous d'autres formes, parce qu'au lieu de faire appel à la conscience qui est un puits illimité d'informations nouvelles qui pourraient nous changer notre façon d'être, notre réalité, on fait appel à ce qu'on connaît, c'est-à-dire à tout ce qui est dans les livres, ce qu'on a appris, etc. Et c'est vraiment... pour moi, la véritable libération, c'est quand en fait le seul interlocuteur, ça devient la conscience. C'est-à-dire, j'ai souvent donné la main à la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire donner la main à la conscience? C'est juste poser des questions ou prier, enfin chacun le fait à sa façon. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a là que je pourrais choisir, mais que je ne sais pas que je peux choisir, par exemple? Parce que sinon, on va tourner avec les choses qu'on connaît déjà dans notre tête. Quelle est la surprise, voilà, qui pourrait arriver, que je ne connais pas encore, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais qui pourrait changer ma vie, qui pourrait me rendre plus légère, plus joyeuse, plus créative, plus aimante, et qui me permettrait de ce fait d'aider aussi les autres, rien que par le débordement de mon être. Et rien que cette question-là, c'est une vibration. C'est Einstein qui disait « Nous sommes les antennes vibratoires qui envoyons des ondes et qui recevons les événements ou les personnes qui correspondent à ça. » Ça veut dire que si on est malheureux tout le temps, en fait, il faut changer. Il ne faut plus être malheureux. Dire, attends, ça ne va pas, non, si je savais comment ne plus être malheureuse. Et si c'était un choix? Et si c'était un choix? Je me souviens de quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'étais dans un groupe de je ne sais plus ce que c'était, dans une relaxation profonde. Alors on me faisait aller, vous avez 12 ans, vous avez 10 ans, vous avez 9 ans, vous avez 8 ans, vous avez 7 ans. Alors là, 7 ans, je pleurais, tout le temps. Et les émotions qui venaient, je pleurais, pour vous dire, je ne sais plus du tout pourquoi. Mais en tout cas, c'était comme ça. C'était systématique, vous mettiez le doigt sur le bouton, et puis ça y est, quoi. Pavlov un peu, Et en fait, mais je ne savais pas que je pouvais changer ça, parce que je croyais que ça ne m'appartenait pas, comment dire, c'était quelque chose qui était plus fort que moi, c'était un peu le cas d'ailleurs, mais je pensais que j'avais plus de pouvoir là-dessus et plus de choix. Puis un jour, le gars qui animait ça, il dit juste une chose, rappelez-vous, vous avez toujours le choix.
vous avez le choix de où vous regardez et comment vous utilisez ce que vous voyez. Ça m'a fait un déclic incroyable. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, les pleurs se sont stoppés immédiatement et j'ai commencé à voir toutes les choses belles que j'avais vécues aussi à cet âge-là. Et ça a été fini après. Donc c'est juste pour témoigner que même dans le désespoir le plus profond, tout d'un coup on peut faire un stop. On peut faire un stop et puis décider d'aller là. Ah, je n'avais pas vu ça. Parce qu'en fait, il y a une espèce de répétition automatique de reproduire les mêmes schémas tout le temps et tout le temps. Et c'est pour ça que je me permets de dire qu'on n'est pas libre quand on est encore plein de nos schémas et de nos points de vue fixes et nos certitudes, etc. Hein. Pour rebondir sur ce que Olivier avait dit hier, je ne sais pas si vous avez lu le Quatuor d'Alexandrie. Non ? C'est un énorme livre, comme la Bible en plus, enfin très 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 gros, je n'ai pas réussi à tout lire, hein. Mais il est très très intéressant pour ceux qui ont le courage. C'est que en fait, c'est des événements qui ont lieu à Alexandrie, à un instant T, et en fait, c'est relaté par 4 personnes différentes. C'est plus la même histoire. Hein. C'est plus la même histoire. Hein. Et même dans ma famille, hein, quand j'entends ma sœur parler de ma mère, ou je sais pas, je me dis, mais on n'a pas vécu la même chose. Hein. Mais oui, parce qu'en fait, c'est tellement subjectif et on prend tellement les choses en fonction de nos propres blessures. De la même façon, une personne qui, soi-disant, nous blesse, elle ne nous blesse pas à un certain niveau. Elle réactive quelque chose qui était là et sur lequel on n'avait pas été jusqu'au bout. C'est un petit peu comme quand Freud disait... si vous ne voulez pas traverser quelque chose et que vous le fuyez, ça va toujours vous courir après pour se présenter d'une autre façon. Et alors, si justement les événements difficiles, les traumas, toutes les choses qu'on juge catastrophiques, elles étaient là aussi, ces événements étaient là pour refaire remonter en fait des mémoires d'autres traumas qui n'ont rien à voir, et peut-être justement pour leur permettre de se libérer, de se transformer. Et si on était les nettoyeurs vibratoires de la planète? Et si nous étions une génération transitoire? Parce que regardez, moi mes grands-parents, psychologie, je ne sais même pas si le mot existait pour eux, psychothérapie encore moins. Donc c'est très récent finalement, cette aptitude à aller regarder à l'intérieur, mais qu'est-ce qui se passe, alors bien sûr c'est devenu un peu, c'est la faute à maman, à papa et tout ça, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Et en fait, ça date de quand, quoi? Des débuts des années 1900, on va dire, voilà. Hein. Donc c'est rien du tout. Et maintenant, moi j'ai connu tout le côté Freud, Lacan, voilà, puis Jung. Alors Jung, il n'était pas bien vu du tout. Hein. Moi je travaillais en pédopsie, Jung, c'était le farfelu qui parle un peu de spiritualité, parce que la psychothérapie à l'époque, elle était vraiment, je dirais, laïque, quoi. Voilà. Même si Françoise Dolto, elle avait un chemin spirituel, chrétien, etc. Mais quand même, et je me souviens de mes collègues de travail ou des psychiatres qui étaient là, Jung, mais vraiment, c'était quoi cette histoire d'inconscient collectif, cette histoire de synchronicité, etc. Vous vous rendez compte, ça date de pas longtemps, ça. J'avais 20 ans, bon, si, ça date de longtemps, mais... On voit pas le temps qui passe. Mais il ne passe pas, en fait. Il y a une partie de nous qui est là, immuable, et qui n'est pas née et qui ne mourra pas. C'est cette fameuse essence, cette fameuse joie qui n'a besoin de rien pour être. Et j'en parle, non pas d'une façon intellectuelle, mais parce que je l'ai vécu, je le sais, et je ne sais pas comment en parler autrement qu'en l'étant, parce que pour moi, c'était impossible, par exemple, que quelqu'un qui a vécu la guerre ou des choses, des traumas graves, puisse continuer d'avoir de la joie. D'ailleurs, souvent, c'est ce que les gens nous révélaient un peu, hein, triste, une incapacité de s'ouvrir à la vie, etc. Et en fait, dans cette, je dirais, tragédie que j'ai traversée, ça m'est tombé dessus. J'ai jamais cherché quoi que ce soit, et la synchronicité a joué son rôle, parce qu'à un moment donné, il y a eu ce choix.
Et ce choix, il est venu en fait juste, enfin quand même, il est venu aussi d'une autre synchronicité. C'est qu'un matin, plus désespérant que d'autres, je me suis réveillée en me disant je ne peux pas tenir, je vais mourir ce soir. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que les gens qui veulent mourir, c'est pas qu'ils veulent mourir, ils veulent plus souffrir. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Il y en a peut-être qui veulent mourir, qui veulent vraiment mourir, mais souvent c'est parce que face à une souffrance qui ronge de l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de soleil, il n'y a rien devant, quoi. Il y a cette impression que ça va durer toujours. Et ça, on ne peut pas vivre avec toujours ça, la souffrance qui nous tenaille et qui nous ronge de partout. C'est pas possible. Il y a quelque chose, voilà, on n'est pas prêt à s'offrir en sacrifice comme ça, quoi, en fait. Peut-être qu'il y en a, il y a des personnes aussi qui vivent dans cette... qui arrivent à vivre, mais toujours dans la souffrance. Moi, je crois qu'il y avait une partie de moi qui disait où tu vis, et tu vis voilà, bien, bon, même si bien ne voulait rien dire pour moi, bah, où tu pars tout de suite, quoi. Il n'y avait pas tellement cet intermédiaire un peu, vous savez, fait de briques et de broc. Et quand même, je me souviens de ce moment où il y a eu comme un hurlement à un Dieu que je ne connaissais pas et qui était mais soit il se passe quelque chose, soit je meurs. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça ne soit pas comme ça? Vraiment, il y a eu ça. Je ne sais plus ce que j'ai dit exactement. J'étais dans un état bizarre. Et l'après-midi, une de mes amies m'a déposé le livre de Martin Gray, ce que j'avais expliqué il y a 2 ans. Et ce livre de Martin Gray, qu'est-ce qu'il m'a montré? C'est que c'est possible. C'est possible de continuer de vivre, même si on a vécu le pire. Et ça c'est la force du témoignage. Parce que les gens qui viennent nous dire, mais tu sais, tu devrais trouver tes forces en toi, quand même, tu as tout, c'est énervant. Bah, mais oui, c'est énervant parce que c'est du blabla, parce que c'est pas du vécu et on ne peut pas s'imaginer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'identifier à quelque chose de mental, à des mots. Par contre, quand on est vraiment mal, on peut s'identifier à quelqu'un aussi qui a été mal ou est mal, et puis qu'il le transforme. Et ça a été vraiment... Et là, par contre, j'ai de nouveau eu le choix. Est-ce que je choisis de continuer ou est-ce que je me dis, bah non, de toute façon, voilà. Et je me rappelle que ce jour-là, j'ai dit, bah oui, ok, comme je l'ai dit avant, mais comment? Et ce comment m'a ouvert la porte de plein de choses qui sont arrivées à moi. Et ça, c'est quelque chose que je ne voudrais jamais cesser de partager. C'est qu'en fait, quand on cherche dans notre tête une réponse à quelque chose qui est viscéral, on retombe toujours sur des choses qu'on connaît déjà et qui ne peuvent pas changer quelque chose. Les artistes, les peintres, les créateurs et les changeurs du monde, parce que ça peut être que ceux-là, pourquoi? Parce qu'ils sont connectés direct avec la conscience. Donc en fait, les informations, ils les ont. Alors les artistes, ils les donnent à leur façon. C'est pour ça qu'une société qui n'honore pas les artistes est une société en décadence. Parce que les artistes, ils sont les porteurs du symbolisme. Même quand vous regardez une peinture qui a émergé justement d'une inspiration et de recevoir des informations de la conscience, eh bien, vous savez, vous connaissez les neurones miroirs, nos neurones miroirs s'activent. Donc en fait, c'est la grande faille qui avait et qui va changer peut-être grâce à ce début de transformation vibratoire de nos pensées, nos paroles, etc. Eh bien, en fait, la faille, c'était qu'on a commencé à mettre l'accent, mais ça fait quand même longtemps quand je dis qu'on a commencé, mais que sur l'aspect matériel, que sur l'aspect survie finalement, que sur l'aspect avoir, que sur l'aspect faire. Et nous, ce qu'on est en train de développer à travers tout ce qu'on a fait depuis les thérapies et puis toutes les autres choses qui sont arrivées, remarquez, il y en a eu des hardes, avec des coussins, je me rappelle, j'ai failli m'étouffer et tout. Ah ben, il y a eu quelques morts, Non, mais c'est vrai. Non, mais c'était la période où on nous disait « Allez, trouve ta force en toi !» Alors, tu étais là, tu avais 3 matelas sur toi avec des gars qui étaient couchés, tu étais là, trouve ta force en toi. Ouf. Alors, bon...
Peut-être on avait besoin de ça. Et c'est vrai aussi, moi je me souviens des moments où j'étais là, dégage, ouh là là, je ne savais pas que j'avais cette puissance-là, tu vois, elle m'a fait un peu peur. Mais c'était super dans ce sens-là parce que, voilà, mais quand même, qu'est-ce que c'était violent.